Bonjour. Lors de ma précédente visioconférence, je vous ai raconté le début de ma quête alchimique avec les aventures qui m'ont conduit en Afrique. J'avais alors abandonné mes recherches, mais je disposais de temps libre et le désir de reprendre des travaux pratiques s'imposa à moi peu à peu. Ma villa était suffisamment grande pour que je puisse aménager une pièce en laboratoire. Je trouvai les matériels nécessaires sur place et profitai de mon premier voyage en France pour rapporter les matières dont j'avais besoin. J'étais reparti dans ma quête du Graal. Un jour, mon épouse, venue me rendre visite pour quelques semaines, me dit en aparté: « Tu sais, Ibrahim est venu me trouver pour me demander ce que tu fais dans cette pièce, avec tous ces produits colorés et ces matériels étranges. » Je lui ai répondu qu'il pouvait te poser la question et que tu lui répondrais. Ibrahim est notre cuisinier et se demande certainement quelle cuisine je peux faire, mais il n'ose pas me poser la question. Pour lui, je dois être un grand sorcier blanc, et mieux vaut certainement ne pas être trop curieux. Mon contrat de travail prend fin 2 années après mon arrivée. Je pourrais demander ce renouvellement, mais j'estime que ma succession peut être assurée par le directeur technique qui est maintenant parfaitement formé à la gestion. Bien que ce ne soit pas prévu au contrat, je reçois une prime conséquente pour les services rendus. Par ailleurs, les placements financiers effectués avant mon départ ont fructifié. Il m'est alors possible de rentrer en France sans aucune obligation ni nécessité de retrouver une activité rémunératrice. À l'âge de 52 ans, je peux enfin me consacrer à plein temps à mes recherches et à mes travaux personnels. Dès mon retour en France, je construis un nouveau laboratoire, plus petit que le premier, en fait une petite cuisine où je vais pouvoir reprendre mes travaux. J'ai appris qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des matériels de laboratoire coûteux et qu'il est tout à fait possible d'utiliser ceux que nous trouvons dans nos grands magasins. Je concède simplement au modernisme dans un domaine où notre technique nous permet d'abréger des opérations particulièrement longues et délicates. Mais il est toujours possible d'utiliser les mêmes matériels que les anciens alchimistes. Rapidement, grâce aux écrits des frères aînés de la Rose-Croix, je mets le doigt sur le sel indispensable à la poursuite des opérations. Je ne le trouverai pas tout de suite et testerai de nombreux produits avant d'acquérir la conviction que celui qui scelle l'union du roi et de la reine de l'œuvre est bien celui que j'obtiens à l'aide d'une réaction particulièrement rapide. C'est aussi une caractéristique bien spécifique, décrite dans de nombreux ouvrages alchimiques qui finit par me convaincre. Mais je dois avouer que cette découverte m'entraînera dans une nouvelle impasse de laquelle je ne sortirai qu'après de nombreuses années avec l'aide de nos amis du plan neutre. Anna, vous le savez, dispose de capacités couramment appelées capacités psychiques qui lui permettent de recevoir des messages et des informations d'êtres de notre plan ou d'autres plans. Je lui laisse la parole afin qu'elle raconte, par le menu détail, le début de l'aventure et la manière dont elle fut contactée. C'est en mars 1996 que se produit le premier contact. Il n'est ni demandé ni recherché, mais correspond tout de même à des axes de recherche personnelle. Un message s'imprime en une fraction de seconde dans ma conscience au cours d'une méditation. Les images reçues mentalement sont d'une grande netteté et me permettent de noter de nombreux détails. J'appartiens au monastère de Délos.
Le personnage qui apparaît sur mon écran mental a l'apparence d'un moine orthodoxe et au-dessus de la traditionnelle barbe, le regard est à la fois bienveillant et pénétrant. En arrière-plan, je découvre une terrasse qui domine une mer d'un bleu intense qui n'a rien à envier au ciel dépourvu de nuages. Un franc soleil éclaire ce paysage. Un dôme, surmonté d'une croix, domine une colline où s'étagent des maisons typiques aux murs blanchis à la chaux. J'ai étudié au mont Athos et le rite auquel j'appartiens se pratique également au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Tu devrais t'intéresser à cette branche particulière de l'orthodoxie. Vient ensuite un discours, obscur pour moi, qui traite d'alchimie et que le personnage me demande de transmettre à mes amis concernés par le sujet. Les contacts se réitèrent sans que j'aie la moindre possibilité d'en contrôler la fréquence, et bientôt, mes amis alchimistes et moi-même, prenons conscience qu'en fait, ils se produisent lorsqu'un travail est effectué au niveau de leur laboratoire. Assez rapidement, deux autres personnalités se présentent. D'abord, un personnage imberbe, à la vêture d'une époque différente, paraissant plus jeune que le moine. Il me parle d'une confrérie fondée en Palestine par saint Jean, à l'instigation du Maître Jésus, laquelle fut transférée en Grèce après la Passion du Christ. Cette école devint importante lorsque des sages venus d'Asie mineure lui apportèrent leur contribution. Le monastère de Délos émane de celle-ci et il y eut également un rapprochement avec une branche juive. Par la suite, ce sera ce personnage qui donnera les principaux messages de nature alchimique. Le troisième, enfin, grand, mince, hiératique, dégage une aura de mystère. Vêtu d'une grande robe et coiffé d'une calotte, il n'interviendra qu'une seule fois. Pratiquez régulièrement, soyez méritants, préparez-vous, c'est le temps de la parousie. Par la suite, il se présentera régulièrement, mais de manière silencieuse. Aucune identité n'est évoquée par ces personnages. Ils ne se présentent jamais comme maître ou guide, mais comme amis. Si l'un d'entre eux parle de l'un de ses compagnons, il dit simplement « Notre ami a dit » ou « Nos amis ont suggéré ». Un jour, je m'enhardis et je les sollicite de me révéler leur identité. Avec un sourire, le moine grec me répond « Appelle-nous les aigles d'Héliopolis ». J'en suis contrarié au point de me révolter et le contact suivant me met en présence des trois entités réunies, j'entends alors. Puisqu'il semble si important pour toi de nous nommer, nous allons te confier les identités qui correspondent aux personnalités que tu perçois. À ce moment, un gros ouvrage, l'Encyclopédie des mystiques, qui me sert pour mes travaux, tombe une première fois. Le livre s'est ouvert et mon regard est attiré par un chapitre consacré à Nicodème, dit l'Agiorite. Immédiatement, le visage du moine grec s'imprime à ma conscience. Il incline la tête en signe d'assentiment. Je referme le livre et le pose sur la table, mais mon geste est maladroit. Il retombe au sol et une nouvelle fois s'ouvre au chapitre consacré à Siméon, dit le nouveau théologien. Siméon ? Mon interrogation mentale reçoit pour réponse le sourire du personnage imberbe. Ayant compris leur manière de transmettre, je laisse à nouveau tomber le livre. Il s'ouvre alors au chapitre de Zacharias Werner, le Rose-Croix. Et je comprends alors que l'aura particulière que j'ai perçue peut être celle d'un père Rosenkreuz. L'appellation
aigle d'Héliopolis ne veut rien dire pour Anna. Pourtant, elle a une haute signification en relation avec la confrérie secrète des frères chevaliers d'Héliopolis que nous connaissons au travers des écrits de Fulcanelli et de son élève Cancelier. Je ne retranscrirai pas ici les messages des trois aigles d'Héliopolis puisque je l'ai fait dans d'autres ouvrages. Au printemps 1999, Anna m'appelle au téléphone pour me faire part d'une proposition de Siméon, Zacharie et Nicodème. Il propose que nous constituions un groupe de plusieurs personnes à choisir selon notre désir et que nous travaillions ensemble sur un certain nombre de thèmes. Grâce à Anna, qui accepte de mettre provisoirement ses dons à notre disposition, nous pouvons avoir des échanges avec nos amis et recevoir des informations et des conseils de grande valeur. De toute évidence, ils sont disposés à nous aider au mieux de leurs possibilités, en respectant notre libre arbitre bien sûr, afin que nous réussissions à atteindre le même but qu'ils ont certainement atteint voici de nombreuses années et peut-être des siècles. Nous eûmes de longues séances de travail, parfois de nuit. C'est ainsi que nous découvrîmes le soufre philosophique. Un long chemin restait cependant à parcourir, car si nous connaissions maintenant toutes les matières, nous ne maîtrisions pas toutes les opérations. Je disposais de temps. J'étais aguerri à la pratique et passais de nombreuses heures, parfois des nuits entières, à expérimenter. Mes amis disposaient aussi d'un laboratoire, mais leurs activités professionnelles les limitaient quant aux possibilités de pratiquer. Or, sans expérimentation, il est impossible de progresser. La théorie ne peut en aucun cas suffire. Les travaux alchimiques ne se pratiquent pas toute l'année. Il est nécessaire d'effectuer des pauses et de laisser le temps s'écouler afin d'assimiler les opérations, réfléchir aux résultats et préparer les prochaines expériences. Je garde en mémoire ce jour du printemps 1978 où mon ami Jean arriva à la maison avec ce beau sel vert qu'il croyait être l'émeraude des philosophes. Bien des années sont passées depuis. Je bouclerai bientôt mes 45 années de recherche à la quête de ce qui peut sembler une grande illusion ou utopie. Il faut beaucoup de foi, de ténacité, de persévérance pour poursuivre durant de si longues années une recherche dont on ne sait jamais si elle aboutira. Je savais, dès le début de l'aventure, qu'il me faudrait franchir certaines étapes et que la découverte de la pierre philosophale n'était peut-être pas l'essentiel. Le plus important demeure le travail effectué sur soi grâce à la voie du cœur que tout alchimiste conduit parallèlement à ses travaux. Ce travail sur la voie du cœur permettra de découvrir et de connaître un jour ces autres dimensions avec lesquelles nous pourrons échanger. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur cette voie et sur les temps exceptionnels que nous vivons, car l'aventure est alors proposée à tous. Je garde le souvenir de ce que nous disait l'un des aigles d'Héliopolis. Votre rôle est et sera de donner une forme perceptible au plus grand nombre de cette science dont la transcommunication est un élément. Il s'agit en fait d'ouvrir et d'accomplir régulièrement l'échange et la communication entre différents plans de l'univers. Cela est une nécessité aujourd'hui. Elle deviendra usuelle dans le futur. Votre rôle est de contribuer, en vivant cette expérience, en gardant la mémoire,
à ce que d'autres puissent emprunter ce chemin. Cette vision des maîtres chevaliers d'Héliopolis était prophétique. Elle s'est en effet réalisée. Anna communiqua avec 3 pilotes de la dernière guerre mondiale et proposa à d'autres personnes de poursuivre les échanges avec les membres de l'escadrille de l'invisible. Ensemble, nous avons aussi dialogué avec les veilleurs, transcrivant nos échanges dans un ouvrage à la disposition des chercheurs. Peut-être était-ce là notre principale mission. Nous envisageons d'autres contacts afin de développer la communication entre les différents plans de l'univers. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. Plus que la réussite de l'alchimie, notre voie était certainement d'accomplir ce chemin vers la reconnaissance d'autres plans d'existence auxquels mes visioconférences sont largement consacrées. Ces plans existent et nous pouvons les rejoindre pour nous libérer des contraintes de cette 3e dimension. Plus de 40 années de recherche alchimique m'ont permis de découvrir la nature de la pierre philosophale, mais il me faut reconnaître que je n'ai pas réussi à atteindre le degré de suffisante pureté qui permet de transformer celle-ci en médecine universelle et en élixir de longue vie. La question se pose de savoir, n'existe-t-il pas un autre trésor, un diamant caché qui, lorsqu'il est activé, permet d'obtenir les mêmes effets que la médecine universelle? Nous sommes des créateurs, et à ce titre nous créons par la pensée. Durant de longs siècles, nous avons créé sans nous rendre compte les chaînes qui nous ont ancrés dans la 3e dimension, où nous vivons la souffrance et participons parfois de douloureuses expériences. Mais en tant que créateurs, nous pouvons inverser le processus en utilisant cette fois notre pensée pour construire un autre monde, un autre environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir et retrouver la joie de vivre. Pour cela, nous devons changer le regard, le sentiment que nous avons sur le monde et sur nous-mêmes. Tout combat, qu'il soit pour l'ombre ou la lumière, est toujours un combat. Aussi, si nous désirons construire une nouvelle civilisation empreinte de paix et de fraternité, nous devons nous placer au-delà du jugement dans ce que nous appelons la lumière de vie. En émettant des pensées d'amour, de paix et de fraternité, sans émettre le moindre jugement sur ses frères et sœurs de l'ombre, nous pouvons comprendre qu'il existe une issue, ne plus accepter et cautionner ce qu'ils nous proposent pour notre soi-disant bien-être et notre bonheur. Ces êtres ne seront plus rien si nous nous élevons sur des hauteurs où ils ne pourront nous suivre. Nos pensées, issues du cœur, agiront sur l'ensemble de nos corps, le corps physique, le corps émotionnel et les corps subtils, nous permettant de rejoindre un autre espace de vie. La voie du cœur implique de faire un effort de maîtrise. Son but est identique à celui de la voie alchimique. Elle demande de ne plus agir par le seul mental, mais de soumettre nos importantes décisions à celui qui réside au centre de notre cœur. Ce petit être, reflet de la divinité, qui sait qui nous sommes dans notre réalité profonde. Il sait comment nous inspirer humilité, douceur et joie de vivre. Il sait comment induire cette chimie particulière qui permet de retrouver la santé à laquelle nous aspirons. Il sait harmoniser nos différents corps et permettre à ceux-ci de vivre plus intensément. Rien de bien compliqué. La maîtrise des pensées,
des paroles et des actions qui en découlent, orientées vers le non-jugement, le sens de la responsabilité et des pouvoirs qui sont les nôtres en dehors de tout combat, nous conduiront vers un épanouissement comparable à celui que nous aurions atteint si nous avions eu la chance de découvrir la merveille des merveilles, la seule et unique médecine universelle. Cette maîtrise induira un état que vous êtes en mesure de comprendre. Que nous entamions le début de l'ascension par l'utilisation de la médecine universelle ou par la voie du cœur, le processus est identique. Nous générons au sein de notre liquide vital qu'est le sang une chimie particulière. Cette chimie, indispensable à notre éveil, est induite par l'énergie dont j'ai démontré l'existence. Elle porte beaucoup de noms dont celui de prana, base de toute la création dans l'univers. Cette énergie crée en nous un état particulier dès qu'elle est introduite au sein de nos cellules sanguines en suffisante quantité. La transformation chimique de l'état de notre sang, induite par le prana, est perçue par le petit être qui réside au centre de notre cœur. Il provoque alors une réaction qui active le développement du thymus, lequel régit ensuite l'ouverture progressive des centres psychiques. Nous pouvons recourir, pour introduire cette énergie vitale dans notre sang, à la médecine universelle, qui est un élixir de longue vie, mais de manière beaucoup plus simple, à l'attitude mentale qui fait partie de la voie du cœur et lui ouvre les portes. Aussi cette voie du cœur est-elle comparable à la voie alchimique pour un même résultat. Elle est la voie royale que je conseille d'emprunter. Elle permet à chaque être divin que nous sommes de retrouver les attributs que nous avons jadis abandonnés. Ce chemin est en mesure de nous conduire vers des hauteurs insoupçonnées, vers les dimensions supérieures dont nous avons évoqué l'existence, là où nous pourrons construire cet âge d'or que les veilleurs nous ont promis, si nous savons saisir les opportunités qui nous sont offertes en cette période si particulière de la parousie.